Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits bouleversants de 4 personnes transgenres dont les vies ont été tragiquement interrompues par la violence et la haine. Ces histoires, provenant de différents coins du monde, montrent les réalités cruelles auxquelles fait face la communauté transgenre, souvent ciblée pour son identité. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de commenter et de partager pour soutenir notre travail. Je publie 3 vidéos par semaine. Merci pour votre soutien et maintenant, plongeons ensemble dans ces récits tragiques. Jeffrey Laude est né le 4 novembre 1987, le benjamin d'une fratrie de 3 enfants, et a grandi à Tacloban City, la ville natale de leur père décédé. Très tôt, Jeffrey a ressenti au fond de lui qu'il était destiné à être une fille, se décrivant souvent comme belle. Heureusement, sa famille l'a aimé et accepté pour ce qu'il était. Sa mère, pleine d'affection, lui a même donné le surnom de Ganda, signifiant belle en philippin. Pour sa mère, le plus important a toujours été d'être une bonne personne, et il a incarné cet idéal en montrant une grande gentillesse, compassion et amour envers tous ceux qui l'entouraient. Après le lycée, Jeffrey a suivi des études en service d'hôtellerie et de restauration à l'A.I.E. College d'Olongapo, déterminé à réaliser son rêve de terminer sa transition et de devenir hôtesse de l'air. Ainsi, après quelques années, il a achevé sa transition, passant de Jeffrey à Jennifer, ce qui n'a surpris personne car, depuis petit, il avait toujours eu cette tendance. Devenue enfin femme, Jennifer a gagné en confiance dans son nouveau corps. En parallèle, elle travaillait dans un salon de beauté local, se démenant sans relâche pour gagner sa vie tout en envoyant un peu d'argent à sa famille, qu'elle tenait tant à soutenir. Grâce à son éthique de travail implacable et à son engagement inébranlable envers ses objectifs, Jennifer était sans aucun doute sur la voie de nouveaux sommets. En 2012, à seulement 25 ans, elle semble avoir trouvé l'amour en la personne de Mark Susselbeck, un ressortissant allemand rencontré sur un site de rencontres en ligne. Mark, charmé dès le premier instant, n'a pas tardé à la gâter à chaque occasion. Vers la fin de l'année, elle a pris la décision de quitter l'école pour se concentrer pleinement sur son travail, tandis que Mark lui versait généreusement une allocation mensuelle pour l'aider financièrement. Leur relation a rapidement pris un tournant sérieux, si bien que Mark, à genoux dans la section des bijoux d'un centre commercial d'Olongapo City, a posé la question fatidique le 24 décembre 2012. Le couple rêvait de se marier en Europe en 2013, mais les demandes de visa de Jennifer étaient systématiquement refusées. Malgré ces revers, Jennifer et Mark ont refusé de laisser ces obstacles entraver leur projet. Ils ont réajusté leurs plans et ont décidé de se marier en Thaïlande en 2014, un lieu qui avait une signification particulière pour eux. Cependant, le destin en avait décidé autrement, car une tragédie allait frapper quelques mois seulement avant qu'ils ne puissent échanger leurs vœux, brisant ainsi leur rêve de bonheur éternel. Ce jour fatidique d'octobre 2014, Jennifer avait passé l'après-midi à discuter en ligne avec Mark. Elle lui avait envoyé une vidéo d'elle en train de jouer avec ses 2 chiens et avait mentionné qu'elle prévoyait de sortir plus tard pour rendre visite à un ami. Pourtant, quelque chose de bien plus sombre semblait se préparer. Ce que Mark ignorait, c'est que Jennifer avait un travail secret. Des rumeurs suggéraient qu'elle gagnait un revenu supplémentaire en tant que travailleuse du sexe, bien que sa famille ait toujours nié cette allégation. Selon certains amis de Jennifer, elle travaillait dans le quartier rouge d'Olongapo City, un endroit connu pour la présence de nombreux marins issus de la base de la marine américaine toute proche. Le samedi soir du 11 octobre, elle et sa meilleure amie,
Barbie Gelviro, également une femme trans, se sont rendus au Ambience Night Club sur Magsaysay Drive pour passer une soirée agréable. Alors qu'elles savouraient leur boisson et profitaient de la nuit, un bel homme, un marine américain, s'est approché de leur table, portant un intérêt particulier à Jennifer. Il était accompagné de 3 autres marines, et Barbie a rapidement entamé une conversation avec l'un d'entre eux. Les 2 femmes avaient trouvé de la compagnie, et il n'a pas fallu longtemps avant que les hommes ne proposent de se rendre dans un motel voisin pour plus d'intimité. Aux alentours de 23 heures, le quatuor a quitté le club et a réservé 2 chambres pour un court séjour. Jennifer et Scott Pemberton ont choisi la première chambre, tandis que Barbie et l'autre marine se sont installés dans la deuxième. Barbie a raconté qu'avant de se retirer dans sa chambre avec son compagnon, elle avait passé quelques minutes à discuter dans la chambre de Jennifer et Scott. Il lui avait ensuite demandé de partir pour avoir un peu d'intimité. Tout semblait normal, et Barbie a quitté la pièce en pensant que Jennifer était en sécurité avec Scott. Cependant, seulement 30 minutes plus tard, Scott a été aperçu quittant la chambre seul, la porte laissant un léger entrebâillement derrière lui. Un membre du personnel du motel, intrigué par la porte restée ouverte, a décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il a alors découvert avec horreur le corps nu de Jennifer étendu sur le sol, partiellement recouvert d'une couverture à partir de la taille. Des ecchymoses, visibles autour de son cou, indiquaient clairement qu'elle avait été étranglée. Sa tête reposait dans la cuvette des toilettes, partiellement immergée dans l'eau. La scène était effroyable, et la police a immédiatement promis de ne négliger aucune piste pour retrouver le meurtrier de Jennifer. Lorsque l'enquête a révélé que le suspect était un étranger blanc de sexe masculin non identifié, avec une coupe de cheveux de style marin, l'ambassade des États-Unis a exprimé ses condoléances à la famille de Jennifer et a annoncé son intention de mener une enquête sur l'implication potentielle d'un citoyen américain dans le décès de la jeune femme. La police a rapidement progressé dans son enquête et, le 13 octobre, le soldat de première classe Scott Pemberton a été identifié comme le principal suspect et arrêté peu après. Scott, âgé de 19 ans et originaire de New Bedford, dans le Massachusetts, était opérateur de missiles anti-chars. Il faisait partie des milliers de militaires américains et philippins participant à des exercices conjoints aux Philippines en 2014. Après son arrestation dans le cadre de l'affaire du décès de Jennifer, il a été transféré au quartier général militaire de Quezon City sous la surveillance conjointe des forces américaines et philippines. Cependant, l'aspect inhabituel de cette affaire ne s'arrêtait pas là. Contrairement à la procédure habituelle, Scott n'a pas été interrogé par les autorités de police locales en premier. Au lieu de cela, il a été interrogé par le service d'enquête criminelle de la marine américaine. Pendant l'interrogatoire, il a affirmé qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec Jennifer, précisant que leurs interactions s'étaient limitées à des rapports sexuels oraux. Le corps des Marines a également pris des mesures en engageant un avocat pour représenter Scott et en proposant de couvrir tous les frais judiciaires, indiquant que l'affaire ne serait pas aussi simple que certains l'avaient espéré. Le 15 octobre 2014, les résultats de l'autopsie ont été rendus publics, révélant que Jennifer était décédée d'asphyxie par noyade. Au cours de l'enquête, des préservatifs ont été retrouvés sur le sol de la salle de bain, et les tests ADN ont confirmé que le sperme présent correspondait à celui de Scott, mais pas à celui de Jennifer. Il est important de noter qu'elle n'avait pas entièrement terminé sa transition et avait encore ses organes génitaux masculins. Les empreintes digitales de Scott
ont également été identifiés sur l'un des préservatifs ainsi que sur son emballage, et son ADN a été retrouvé sur les organes génitaux de Jennifer. Les preuves accumulées ont dressé un tableau accablant remettant en cause les affirmations de Scott qui soutenait que leur rencontre s'était limitée à une fellation avant qu'il ne quitte brusquement les lieux. À la lumière de ces découvertes, le ministère philippin de la Justice a officiellement inculpé Scott Pemberton du meurtre de Jennifer Lode, justifiant les charges par la nature vicieuse et cruelle du crime. S'il était reconnu coupable, il risquait une peine minimale de 40 ans de prison. Le procès pour meurtre a débuté le 16 mars, lorsque Scott Pemberton s'est présenté devant une salle d'audience bondée et a plaidé non coupable. Cependant, presque dans le même souffle, il a admis avoir étranglé Jennifer lors de cette nuit fatidique, ajoutant un aveu qui a profondément marqué les esprits. Il a prétendu que c'était un acte de légitime défense, une explication qu'il a rapidement construite. Devant le tribunal, il a raconté sa version des faits. Lui et Jennifer étaient au lit lorsqu'il a découvert qu'elle était transgenre. Se sentant trompé et envahi par la colère, il l'a repoussée, la faisant tomber du lit. Jennifer a réagi en le giflant, déclenchant une altercation physique. Dans la chaleur du moment, il a immobilisé sa tête et a serré jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Pris de panique et craignant pour sa sécurité, il l'a traînée jusqu'à la douche, tentant désespérément de la ranimer. Scott a affirmé qu'à ce moment-là, Jennifer respirait encore. Pensant qu'elle était simplement inconsciente, mais vivante, il a quitté les lieux avant que les amis de Jennifer ne reviennent et ne l'attaquent. La salle d'audience est restée figée lorsque Scott a terminé son récit, la gravité de ses paroles flottant lourdement dans l'air. Les avocats de Pemberton ont soutenu qu'il avait été trompé et sont même allés jusqu'à prétendre qu'il avait été violé, arguant qu'il n'avait jamais consenti à une relation avec une femme transgenre. Ils ont dépeint Jennifer comme une travailleuse du sexe opportuniste, accusée d'avoir menti et manipulé Pemberton, tandis qu'il présentait ce dernier comme un homme propre, pratiquant, qui n'avait jamais été impliqué dans une bagarre auparavant. De son côté, l'État a soutenu que son acte était motivé par sa transphobie et qu'il avait agi par haine. Pendant le procès, la défense a fait appel au témoignage d'un collègue marin qui avait accompagné Scott la nuit de l'incident. Ce témoin a affirmé devant la cour qu'il s'était confié à lui une fois de retour sur leur navire, avouant qu'il avait attaqué Jennifer après qu'elle se soit déshabillée et qu'il pensait avoir tué un il-femme. Cette déclaration semblait renforcer l'idée d'une attaque motivée par la transphobie. La famille et les proches de Jennifer ont écouté avec indignation et incrédulité la défense de Scott au tribunal. Ils ont fermement rejeté ces affirmations selon lesquelles Jennifer ne lui aurait pas révélé son identité de femme transgenre. Ils ont soutenu qu'elle avait toujours été ouverte et honnête sur son identité. Les membres de la famille ont également révélé qu'ils avaient reçu une offre financière importante de 468 000 $ en échange de leur accord pour réduire l'accusation de meurtre à homicide. Aux Philippines, une condamnation pour meurtre entraîne une peine de prison de 40 ans, tandis qu'une condamnation pour homicide est punie d'une peine moins lourde de 20 ans derrière les barreaux. Cependant, la famille a refusé cette offre, affirmant que rien ne pourrait compenser la perte de leur fille bien-aimée. Ils ont vu cette proposition comme une insulte à la mémoire de Jennifer et ont insisté sur le fait qu'ils ne recherchaient rien de moins que la justice pour elle. Après un procès long et émotionnel, la famille de Jennifer pensait enfin obtenir la justice qu'elle réclamait, mais la réalité a été décevante. Le 1er décembre 2015, 14 mois après la tragique disparition de Jennifer, le tribunal régional de première instance d'Olongapo
a rendu son verdict. À la grande frustration de la famille, Scott Pemberton a été reconnu coupable d'homicide, au lieu du chef d'accusation plus grave de meurtre. Le tribunal a invoqué la non-divulgation présumée de l'identité sexuelle de Jennifer comme une circonstance atténuante, justifiant ainsi la qualification d'homicide plutôt que de meurtre. Pour la famille, cela restait un acte criminel, un homicide, et cette décision ne rendait pas justice à Jennifer. La condamnation de Pemberton à une peine de 6 à 12 ans de prison a été largement critiquée pour sa légèreté, et elle était loin de répondre aux attentes de la famille. En plus de cette peine, il a été condamné à verser à la famille une somme de 87 500 $ à titre de dédommagement. Pour la famille, ce verdict a été difficile à accepter car ils estimaient que la véritable justice n'avait pas été rendue pour la perte de Jennifer. Ils ont eu du mal à accepter ce résultat, se sentant déçus par un système qui ne semblait pas leur offrir la justice qu'ils recherchaient. Bien qu'un juge ait ordonné l'incarcération de Scott à la prison de Bilibid, qui abrite une population carcérale de 26 000 détenus, il semble que la corruption et le traitement spécial réservé aux délinquants de l'armée américaine persistent aux Philippines. Les Marines américains ont refusé de remettre sa garde aux autorités philippines. Ils l'ont plutôt incarcéré au quartier général militaire du camp Aguinaldo, sous la garde de Marines américains. Cette décision a été justifiée par l'accord sur les forces en visite, qui régit de nombreux aspects de la présence militaire des États-Unis aux Philippines. Cet accord accorde également aux États-Unis le privilège de déterminer où le personnel américain condamné sera détenu. Par conséquent, il a été transféré au camp Aguinaldo, où il a été détenu dans une cellule climatisée aménagée à partir d'un conteneur d'expédition. Il y est resté incarcéré jusqu'au jour fatidique du 2 septembre 2020. Ce jour-là, le tribunal régional de première instance de la ville d'Olongapo a rendu une décision qui a provoqué l'indignation au sein de la communauté. D'un coup de plume, le tribunal a ordonné la libération immédiate de Scott, invoquant sa bonne conduite comme justification de cette décision. La communauté philippine, encore profondément marquée par ses actions, s'est insurgée contre sa libération après seulement 6 années de détention. Beaucoup ont perçu sa cellule improvisée comme un privilège excessif et ont contesté la validité de la reconnaissance de sa bonne conduite dans de telles circonstances. Le ministère de la Justice a alors été soumis à une pression intense pour le maintenir en détention, tandis que des protestations éclataient à travers le pays, réclamant son maintien derrière les barreaux. Cependant, 5 jours seulement après l'annonce de la libération de Scott, l'histoire a pris un autre tournant radical et inattendu. À la surprise générale, le président des Philippines est intervenu en faveur de Pemberton en lui accordant une grâce présidentielle totale et en ordonnant sa libération immédiate. Il semble qu'il savait déjà que sa grâce était en route, car quelques jours avant sa libération, il a envoyé ses représentants au domicile de Jennifer Lode avec un chèque de 95 000 $ en guise de dédommagement pour ses actes. À sa sortie, Scott a exprimé un profond remords pour les événements qui ont conduit au décès de Jennifer, déclarant même qu'il souhaitait pouvoir inverser le temps pour la ramener à la vie. Il a exprimé son intention de retourner aux États-Unis et de s'inscrire à l'université, dans l'espoir de prendre un nouveau départ, un privilège que Jennifer n'aura malheureusement plus. Pendant qu'il purgeait sa peine, Scott était toujours un marine américain et, au cours de ces années, il a reçu 160 000 $ du gouvernement américain, de quoi lui permettre de repartir sur de nouvelles bases aux États-Unis, contrairement à Jennifer, qui n'aura jamais cette seconde chance. Le 13 septembre 2020,
Après seulement 6 années de détention, Scott Pemberton a été expulsé des Philippines. Il a été escorté à l'aéroport par du personnel de l'armée et de l'ambassade des États-Unis, puis transféré au camp Smith à Hawaï. Là-bas, le corps des Marines devait prendre les mesures administratives appropriées, bien que l'issue de ces démarches reste un mystère à ce jour. Pemberton s'est vu interdire de retourner aux Philippines pour au moins 10 ans. Edward Arrojo Jr. est né le 24 février 1985 à Newark, en Californie, fils d'Edward Arrojo et de Sylvia Guerrero. Dès son plus jeune âge, il a connu l'absence de son père, qui a quitté la famille après le divorce alors qu'il n'avait que 10 mois. En grandissant dans la région de la baie de Californie, il a développé une passion pour la pêche, le baseball et le camping. Mais, avec le temps, des différences ont commencé à se manifester, des signes que sa sœur Pearl et sa mère Sylvia n'ont pas manqué de remarquer. Edward présentait des traits de féminité, attirant les moqueries de ses camarades d'école dès son plus jeune âge. Malgré ses épreuves, il a toujours été fidèle à lui-même, trouvant du réconfort auprès de ceux qui l'acceptaient tel qu'il était. À 14 ans, il a ressenti le besoin de se confier à sa mère. « Je suis transgenre et je crois que je suis une fille. » À partir de ce moment, Edward a choisi de se faire appeler Gwen, en hommage à sa chanteuse préférée, Gwen Stefani. Bien que Sylvia ait eu du mal à s'habituer au changement et à appeler son enfant Gwen, elle a respecté sa décision d'embrasser pleinement son identité transgenre. Gwen était fière de cette nouvelle étape de sa vie, marquée par le changement de nom et l'affirmation de son identité. Gagnant en confiance, elle a commencé à se maquiller et à porter des vêtements féminins. Mais cette transformation n'a pas été sans embûches. À l'école, elle a subi des intimidations, mais malgré cela, elle a tenu bon, déterminée à vivre de manière authentique et fidèle à elle-même. Elle a vite compris que le système scolaire n'était pas prêt à l'accueillir avec bienveillance. Les brimades se multipliaient, mais pour Gwen, sa transition et son identité étaient naturelles, et elle n'avait de compte à rendre à personne. Elle ne ressentait aucune obligation de justifier le fait qu'elle était née garçon sous le nom d'Edward. Même si elle était fière de sa nouvelle identité et combative, le harcèlement constant a fini par l'épuiser. L'incompréhension et le rejet se sont intensifiés, affectant ses résultats scolaires au point de la forcer à quitter l'école. Malgré tout, Gwen n'a jamais cessé de rêver en grand, refusant de laisser le rejet social étouffer sa détermination. Ses amis sollicitaient souvent son expertise en maquillage et en style, ce qui nourrissait son rêve de s'envoler vers Hollywood ou même d'aspirer à la célébrité. Gwen se fixait comme objectif de devenir cosmétologue un jour. Cependant, la discrimination ne s'est pas arrêtée avec son départ de l'école. Elle peinait aussi à trouver un emploi, car son nom, Edward, ne correspondait pas à l'image qu'elle présentait lors de ses candidatures, et elle essuyait souvent des refus. À 17 ans, Gwen a pris une décision définitive. Il était temps de poursuivre sa transition. Elle a commencé à planifier des traitements hormonaux et envisageait sérieusement une intervention chirurgicale pour devenir pleinement femme. À la fin de l'été 2002, elle a fait la rencontre de 3 frères, Paul, José et Emmanuel Merel. Gwen s'est particulièrement rapprochée de Paul et José. Ses frères habitaient dans un quartier de Newark, connu comme un lieu de rassemblement pour les adolescents et les jeunes adultes, où l'alcool et la marijuana coulaient à flot lors de nombreuses fêtes. C'est à partir de ce moment que Gwen, Paul et José ont commencé à faire la fête ensemble, souvent rejoints par 3 autres amis, Michael Magidson, Jaron Nabors
et Jason Cazares. Tous étaient intrigués par Gwen, cette jeune femme de 17 ans qu'ils trouvaient très attirante, surtout quand elle était avec Paul et José. Elle passait beaucoup de temps avec eux, partageant des moments marqués par la consommation de marijuana et d'alcool, et elle flirtait volontiers avec eux. Un soir, pendant l'une de leurs soirées, alors que Gwen s'était brièvement éloignée de la pièce, Jaron a lancé une remarque en plaisantant. « Vous ne trouvez pas qu'elle a la voix grave ? On dirait un garçon. » Les autres ont ri, ne prenant pas la remarque au sérieux et la considérant comme une simple blague. Ce soir-là, les choses se sont intensifiées, comme cela arrive souvent lorsqu'une seule femme se trouve entourée de jeunes hommes. Gwen a fini par faire une fellation à Michael, avant de se rapprocher de José. José a essayé de la pénétrer par devant, mais Gwen lui a dit « C'est ma période de menstruation. Pourquoi ne pas essayer par derrière ?» Ainsi, il a eu des relations intimes avec elle, avec son consentement, par la porte arrière. Pour les garçons, Gwen était une fille de naissance et ils ne pouvaient imaginer qu'elle était transgenre. Peu de temps après, Paul, le frère de José, a entamé une relation avec une jeune femme nommée Nicole. Nicole avait un côté garçon manqué et un tempérament fougueux, n'hésitant pas à provoquer des confrontations. Elle avait un certain talent pour créer des tensions. Un soir, Paul a emmené Nicole à l'une de leurs soirées habituelles et comme souvent, le groupe a trop bu. Ils ont passé du temps ensemble, partagé quelques joints et ont largement dépassé leurs limites en termes de consommation. Nicole, cherchant à pimenter la soirée, a proposé que Gwen fasse un striptease pour les hommes du groupe. Les gars ont accueilli l'idée avec enthousiasme, mais Gwen a refusé, pour des raisons évidentes. Nicole, pourtant, n'a pas lâché prise et a continué à insister, mettant une pression visible sur Gwen. Même si la proposition semblait excitante pour les garçons, Gwen n'était tout simplement pas prête à le faire. La situation a rapidement dégénéré en une altercation physique entre Gwen et Nicole jusqu'à ce que les hommes interviennent pour mettre fin au combat. Il était clair que Gwen avait pris le dessus, laissant Nicole stupéfaite. Elle n'avait pas l'habitude de perdre contre une autre femme. Ce qui a frappé Nicole en premier, c'est que Gwen se battait comme un homme. À partir de cette soirée, Jason, Jaron, Michael et José ont commencé à avoir des doutes. Ils se sont mis à spéculer sur la véritable identité de Gwen. Et cette spéculation a vite évolué en une curiosité de plus en plus insistante. Pendant 2 semaines, ils se sont réunis pour discuter de leurs préoccupations, se demandant si Gwen était réellement une femme de naissance. Cette discussion a évolué vers une question plus troublante. Que ferons-nous si nos soupçons se confirment ? Plus ils y réfléchissaient et en parlaient, plus ils étaient horrifiés par cette idée. Finalement, ils en sont venus à une décision inquiétante. Si leurs soupçons s'avéraient vrais, cela devrait avoir des conséquences graves, très graves. Le 3 octobre 2002, cette affaire tourmentait profondément Michael et José, car tous deux avaient, d'une manière ou d'une autre, eu des relations sexuelles avec Gwen par la porte arrière. L'idée qu'elle puisse être un homme les perturbait profondément. Ils se sentaient trahis et violés par elle. Ainsi, l'idée de prendre des mesures drastiques et graves en réponse aux actions de Gwen prenait une tournure de plus en plus sombre et sérieuse. Ce même 3 octobre, Nicole, Gwen, Paul, José, Michael, Jaron et Emmanuel se sont retrouvés chez José pour passer la soirée ensemble, fumant, buvant et partageant du temps comme à leur habitude. Mais la colère grondait chez les 4 hommes, nourris par le ressentiment et la possibilité d'avoir été trompés et violés. Plus tard dans la soirée, alors que tous étaient fortement ivres, à 3h30 du matin,
Michael a finalement craqué. Il s'est mis à interpeller Gwen, répétant de manière insistante « Es-tu un homme ?» Michael continuait d'insister, mais Gwen est restée silencieuse, refusant de répondre à ses provocations. Nicole, toujours prompte à attiser les tensions, a mis Gwen au défi de prouver qu'elle n'était pas un homme. Cette provocation a encore plus poussé Michael à bout. Saisi de rage, il a attrapé le bras de Gwen et l'a entraînée de force dans la salle de bain, malgré le fait qu'elle n'était pas dans son état normal, épuisée et ivre après cette longue soirée. La tension devenait palpable et la situation semblait inévitablement tourner au drame. Michael, furieux, a crié sur Gwen, l'assommant de prouver sa féminité. Gwen, cependant, n'a pas cédé à ses demandes. La colère de Michael est montée d'un cran, mais c'est Nicole qui a brusquement fait irruption dans la salle de bain, prenant la situation en main. Dans un geste brutal, elle a écarté violemment les jambes de Gwen, exposant ainsi la vérité. Gwen était en fait un homme de naissance. Nicole s'est mise à crier frénétiquement « C'est un homme! C'est un homme! C'est un homme !» José, qui avait eu des relations intimes avec elle par la porte arrière, a été profondément bouleversé. Pris de nausées, il a vomi, pleuré abondamment et, sous le choc, a d'abord nié avoir eu une quelconque relation sexuelle avec Gwen. Submergé par l'émotion, il a commencé à sangloter en répétant « Je ne peux pas croire que j'ai eu une intimité avec un homme. Quelle horreur! Cela signifie-t-il que je suis gay ?» Voyant la situation s'aggraver, Nicole a réagi rapidement, consciente que tout allait tourner au cauchemar. Elle s'est tournée vers Gwen et, d'une voix pressante, lui a dit « Hé, cours aussi vite que tu peux !» Gwen a obéi et s'est précipitée vers la porte, tentant de s'échapper. Mais Jaron s'est interposé, bloquant son chemin et l'empêchant de quitter la maison. Elle se retrouvait piégée, sans aucune échappatoire, entourée d'individus en colère qui avaient déjà envisagé de la faire disparaître s'ils découvraient qu'elle était un homme. Michael, hors de lui, a saisi Gwen et l'a jetée violemment au sol. Paul, qui avait déjà des problèmes avec la justice, s'est retenu, préférant éviter de nouveaux ennuis. Nicole, comprenant l'ampleur de ce qui allait se produire, a attrapé Emmanuel et Paul et les a poussés à quitter les lieux, laissant Gwen seule avec les autres. Michael, Jaron, Jason et José, pris de rage, ont baissé le pantalon de Gwen pour exposer ses parties génitales, avant de commencer à l'agresser physiquement. Gwen, terrifiée, leur a supplié « S'il vous plaît, ne faites pas ça, j'ai une famille. » Mais ces paroles sont restées sans effet. Ils ont continué à l'agresser jusqu'à ce qu'elle perde complètement connaissance. Dans un accès de rage, José s'est précipité vers la cuisine, a attrapé une poêle et a frappé Gwen à la tête. Gwen, ensanglantée et inconsciente, a été déposée sur un canapé. Les agresseurs se sont alors concertés sur son sort, hésitant entre la laisser en vie ou la tuer. Finalement, ils ont décidé de mettre fin à ses jours. Ils ont traîné Gwen dans le garage, ont passé une corde autour de son cou et ont commencé à l'étrangler. Elle est morte de façon lente et douloureuse. Après cela, les 4 hommes ont fumé des cigarettes et ont élaboré un plan pour se débarrasser de son corps. Ils ont conduit pendant 4 heures jusqu'à la forêt nationale d'Eldorado, dans les montagnes de la Sierra Nevada, où ils ont creusé une tombe peu profonde pour y enterrer Gwen. L'un d'eux, exprimant son amertume face aux événements, a déclaré « Je suis tellement en colère que tout cela soit arrivé. Je pourrais donner encore quelques coups de pied à Gwen. » Ils ont alors conclu un pacte. Personne ne dit rien. Nous emporterons ce secret dans nos tombes. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés pour prendre un petit déjeuner chez McDonald's avant de finalement retourner chez José. Le lendemain, le 4 octobre 2002, la mère de Gwen, Sylvia,
s'est réveillée et a été surprise de ne pas trouver sa fille à la maison. Inquiète, elle a essayé de joindre Gwen par téléphone, mais sans succès. Trouvant cela étrange, elle a appelé sa fille Pearl en panique pour lui faire part de ses inquiétudes. Pearl, cherchant à apaiser sa mère, lui a conseillé de se calmer et de contacter la police, tandis qu'elle-même a appelé les hôpitaux et les morgues pour chercher des informations. Le dimanche 6 octobre 2002, Sylvia et Pearl ont officiellement déposé une plainte pour disparition. 2 jours seulement après le décès de Gwen, Jaron, rongé par la culpabilité et incapable de porter le fardeau du secret plus longtemps, s'est confié à un ami proche. Cet ami, conscient de la gravité de la situation, a décidé de signaler les faits à la police. Lors de son interrogatoire, Jaron a révélé l'emplacement exact où Gwen avait été enterrée et les détails de sa disparition. En échange de son témoignage pour homicide volontaire et de la promesse de témoigner au procès, il a accepté de guider les autorités jusqu'au site de la tombe. Le 16 octobre 2002, le département du shérif du comté d'Alameda a dépêché 4 enquêteurs sur les lieux du crime et 2 détectives pour récupérer le corps de Gwen. Parmi les 4 accusés du meurtre se trouvaient Michael Magidson, 22 ans, Jaron Nabors, 19 ans, José Merel, 22 ans, et Paul Merel. Paul a rapidement été relâché grâce au témoignage de sa petite amie qui a confirmé qu'il était avec elle cette nuit-là, établissant ainsi un alibi solide. Ni Paul ni sa petite amie n'ont été inculpés et ils sont devenus des témoins à charge. Jason Cazares a été arrêté plus d'1 mois après les autres, à la suite des révélations de Jaron dans une lettre adressée à sa petite amie où il détaillait son implication dans le meurtre. Par la suite, Jason a accepté de témoigner contre les 3 autres en échange d'un accord avec le procureur pour une infraction réduite d'homicide involontaire. Le premier procès a eu lieu en 2004 avec les accusés principaux, Magidson, Merel, Nabors et Cazares, présents dans la salle d'audience. Ce procès a suscité un vif intérêt des médias et du public en raison de la nature choquante du crime. De nombreux témoins ont pris la parole pour relater les événements de la nuit du meurtre et décrire la brutalité de l'agression contre Gwen Arrojo. Les amis de Gwen ont témoigné de la réaction violente des accusés après la découverte de son identité de genre, et certains témoins ont également rapporté des remarques transphobes que les accusés avaient faites avant le drame. La défense a tenté de plaider l'excuse de la panique homosexuelle, affirmant que la découverte de l'identité de genre de Gwen avait déclenché une réaction violente chez les accusés. L'accusation, de son côté, a soutenu que cette violence était motivée par la transphobie et qu'elle ne pouvait en aucun cas être justifiée. À l'issue du premier procès, en septembre 2004, Magidson, José et Jaron ont été reconnus coupables de meurtre au second degré. Ils ont été condamnés à des peines de prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après un certain nombre d'années. Cazares, pour sa part, a plaidé coupable de non-assistance à personne en danger et a été condamné à 6 ans de prison. Le deuxième procès, qui s'est tenu en 2005, portait sur la détermination des peines des 3 principaux accusés déjà condamnés. L'objectif de ce procès était de préciser la durée de leur incarcération. Des témoins ont été appelés pour exposer les circonstances atténuantes et aggravantes des condamnés. Les membres de la famille de Gwen Arrojo ont témoigné de la douleur et du traumatisme causés par la perte de leurs proches, exprimant l'ampleur de leur souffrance face à la brutalité de son meurtre et l'impact dévastateur sur leur vie. À l'issue du deuxième procès, en juin 2005, les peines de prison précédemment prononcées contre les accusés ont été confirmées. Michael et José
ont été condamnés à des peines de 15 ans de prison, tandis que Jaron a écopé de 11 ans. Ces deux procès ont attiré une attention médiatique considérable, sensibilisant le public à la transphobie et aux violences faites aux personnes transgenres. L'affaire de Gwen Arrojo a également mis en lumière l'urgence de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'égalité des droits pour les personnes LGBTQA+. En hommage à sa fille, la mère de Gwen, Sylvia, a officiellement fait changer son nom. Aux yeux de la loi, Edward n'existait plus, laissant place à Gwen Amber Rose Arrojo. C'était sa façon à elle de rendre hommage à sa fille, en respectant pleinement l'identité que Gwen avait embrassée de son vivant. L'un des crimes de haine les plus choquants s'est produit aux Philippines en 2021. La brutalité de ce crime m'a profondément marqué. Le 20 mai 2021, vers 2 heures du matin, Ray de la Cruz, un gardien de vaches âgé de 39 ans, s'occupait de son troupeau dans la région lorsqu'une odeur nauséabonde a attiré son attention. Poussé par la curiosité et l'inquiétude, Ray a décidé d'enquêter sur l'origine de cette puanteur. Ce qu'il a découvert l'a horrifié. Un corps humain gravement battu et mutilé au visage méconnaissable. Pris de panique, il s'est précipité vers la police sans s'attarder davantage pour signaler cette découverte macabre. En moins de 30 minutes, plusieurs policiers et officiers étaient sur place, bouclant la zone. Une enquête a été ouverte au bureau de l'unité d'investigation criminelle et de détection du district de Quezon City. Tous ceux qui sont arrivés sur les lieux ont été immédiatement frappés par l'horreur de ce qu'ils ont vu. Le corps, nu et en décomposition, présentait des plaies ouvertes infestées de vers, entourées d'excréments. Le visage et la tête de la victime étaient recouverts de branches, témoignant d'une violence inouïe. Il était évident que la victime avait subi une faim atroce et violente. En écartant le feuillage, le détective a découvert un visage qui semblait avoir été écrasé à plusieurs reprises, rendant toute identification visuelle impossible. Compte tenu de la chaleur, l'équipe d'investigation a estimé que la victime était décédée environ 48 heures auparavant. En plus des blessures à la tête, des blessures horribles étaient présentes dans la région pelvienne inférieure du corps, avec un bâton en bois inséré dans les organes génitaux de la victime. Le seul indice potentiel sur l'identité de la victime provenait des tatouages sur chaque bras, l'un représentant un diamant et l'autre portant l'inscription Yisheng. Aucun effet personnel tel qu'un portefeuille, un téléphone portable ou une pièce d'identité n'a été trouvé sur les lieux pour aider à identifier la victime. À proximité du corps, l'équipe a seulement découvert des vêtements ensanglantés et souillés, notamment un pyjama à carreaux, un t-shirt blanc, des sous-vêtements bleus et une ceinture noire. On supposait que certains de ces articles appartenaient à la victime. La police se demandait s'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné ou d'un crime passionnel, étant donné la brutalité évidente infligée à la victime. Leur priorité immédiate était d'identifier la victime, et les tatouages sur ses bras semblaient être leur meilleur indice. En quelques minutes, des résidents curieux et des passants ont commencé à se rassembler autour de la scène, prenant des photos, parlant bruyamment et postant sans doute sur les réseaux sociaux. Parmi la foule, un homme nerveux s'est soudain approché d'un des officiers et s'est présenté sous le nom de Dugong. Contre toute attente, il a affirmé connaître l'identité de la victime méconnaissable. Selon lui, il s'agissait de Nurubi Tria, alias Ebeng Mayor. Initialement méfiant face à une telle déclaration, l'officier a tout de même décidé de prendre cette information au sérieux, car Mayor avait été signalé disparu depuis 3 jours. Mayor était un homme transgenre de 21 ans, né femme et s'identifiant comme un homme. Créateur de contenu avec 70 000 abonnés, Mayor était très actif sur TikTok,
postant régulièrement et attirant une audience fidèle. Fier membre de la communauté LGBTQA+, il était apprécié et entouré de nombreux amis. Selon sa mère, Chéri Tria, Mayor était travailleur et envoyait toujours de l'argent à sa famille. Il avait abandonné ses études pour subvenir aux besoins de ses proches en enchaînant divers emplois comme plongeur et serveur dans un restaurant. Il vivait à Pampanga avec sa petite amie, mais après une dispute, il a décidé de se retirer pendant quelques jours et est retourné à Quezon City le 14 mai 2021. Le 17 mai 2021, il a informé sa famille qu'il sortait boire avec son ami d'enfance proche, Xander Gall de la Cruz. Il devait être rejoint par une autre amie, Crystal. Peut-être que Mayor voulait se confier sur sa situation amoureuse actuelle et se défouler un peu avec ses amis. Le 18 mai, vers midi, Chéri n'avait toujours pas eu de nouvelles de son fils. Inquiète, elle a commencé à demander autour d'elle si quelqu'un avait des nouvelles de son fils, mais personne n'en avait. Plus alarmant encore, il n'avait rien publié sur les réseaux sociaux depuis les premières heures du 18 mai 2021, ce qui n'était pas dans ses habitudes, notamment sur Facebook. Sa famille a commencé à s'inquiéter sérieusement. Le 19 mai 2021, elle a contacté la police pour signaler sa disparition et lancer les recherches. Malheureusement, ces efforts n'ont rien donné. Le 20 mai, une nouvelle tragique est parvenue à la famille Mayor. Un corps féminin non identifié avec des tatouages avait été découvert. La rumeur dit que c'est la sœur de Mayor qui a vu une publication sur Facebook mentionnant cette découverte. C'était exactement la nouvelle que la famille redoutait d'entendre depuis des jours. Le partenaire de la sœur de Mayor, Jérémy, a décidé de se rendre sur place pour vérifier si la victime était bien elle. Lorsqu'il est arrivé, il a été horrifié par l'état du corps. L'identification était pratiquement impossible, mais en observant attentivement, il a remarqué les 2 tatouages distinctifs sur les bras. C'est alors qu'il a compris, dans un choc terrifiant, c'était bien Mayor. Jérémy a immédiatement prévenu la police et a ensuite appelé la famille pour leur annoncer la pire nouvelle de leur vie. Toute la famille a été anéantie par cette tragédie et Chéri, la mère, était inconsolable. Comment une simple soirée avec un ami d'enfance avait-elle pu se transformer en un événement aussi horrible? Qui aurait pu lui faire une telle chose? Il était si amical et apprécié de tous ceux qui le connaissaient. Plus tard dans la journée, vers 19h30, Dugang a été invité par la police à venir faire une déclaration au poste. Il avait été identifié comme une personne d'intérêt, car il avait réussi à identifier Mayor avant même l'arrivée de Jérémy sur les lieux. La police voulait comprendre quelle était sa relation avec lui. À son arrivée, Dugang a accepté de coopérer avec l'enquête. Mais les enquêteurs avaient le pressentiment qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître et ressentaient instinctivement qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Ses déclarations étaient incohérentes, son langage corporel nerveux. Il évitait le contact visuel et jouait constamment avec ses doigts, comme s'il cachait quelque chose ou se sentait mal à l'aise. Après quelques heures d'interrogatoire, le père de Mayor est arrivé au poste de police. En voyant Dugang, il l'a immédiatement reconnu. C'était Xander de la Cruz, l'ami d'enfance avec qui Mayor avait prévu de sortir boire un verre. Confronté par le père, Dugang s'est effondré et a avoué sa participation au meurtre de Ebeng Mayor. Il a promis de révéler ce qui s'était réellement passé tôt le matin du 18 mai 2021. Peut-être était-ce la culpabilité ou la peur qui l'accablait, mais Dugang a ensuite commencé une confession complète. Il a reconstitué les événements de la nuit du 17 mai, ou plutôt des premières heures du 18 mai, lorsqu'une soirée festive entre amis
s'est transformé en cauchemar. 3 amis, Mayor, Dugong et leur amie Crystal, sont sortis boire ensemble vers minuit. Lorsque Crystal a décidé qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle, Mayor et Dugong l'ont raccompagnée avant 2 heures du matin. Interrogée plus tard par la police, Crystal a confirmé ce récit, précisant qu'il l'avait bien déposée chez elle. Elle a également mentionné avoir reçu un message sur les réseaux sociaux de Mayor à 3 heures du matin, indiquant qu'il était rentré chez lui, suivi d'un autre message qui lui a paru étrange. Ce n'était pas leur manière habituelle de communiquer, alors Crystal n'y a pas prêté beaucoup d'attention et est allée se coucher. Après avoir déposé Crystal, ils ont retrouvé 2 amis de Dugong, Joel Loyola, âgé de 30 ans, et Richard Elvin Araza, âgé de 34 ans. Joel était sans emploi, vivait avec sa petite amie et avait un passé de trafiquant de drogue, bénéficiant d'une remise de peine. Richard, quant à lui, était un ouvrier du bâtiment marié. Ces 2 hommes avaient environ 10 ans de plus que Mayor et Dugong, qui avaient respectivement 21 et 22 ans. Dugong travaillait comme conducteur de pédicab et était également marié. Il a déclaré qu'après s'être rencontrés, ils ont pris de la drogue ensemble. Cependant, certains rapports ont suggéré que Mayor était le seul du groupe à ne pas avoir consommé de drogue cette nuit-là. Malheureusement, aucun rapport toxicologique n'a pu confirmer cela. Lorsque Joel a appris que Mayor était biologiquement une femme, il l'a frappée violemment et à plusieurs reprises dans l'estomac, ce qui lui a fait perdre connaissance. Dugong a essayé d'intervenir, mais Joel a sorti un pistolet dissimulé de calibre 22 et a menacé de le tuer s'il osait intervenir ou faire du bruit. Sous la peur pour sa propre vie, il a admis avoir obéi aux ordres de Joel en transportant le corps inconscient de Mayor dans un endroit isolé près de la ville de Bacal. C'est là que la brutalité de l'agression s'est réellement révélée. Joel a continué à agresser Mayor, même lorsqu'il reprenait lentement conscience. Pris de panique, il a utilisé toutes ses forces pour se défendre et se protéger. Mais blessé et à peine conscient, il ne pouvait pas résister face à l'agression. Dugong a ramassé un rocher et a frappé son ami d'enfance 2 fois à la tête. Mais ce n'était pas suffisant pour lui faire perdre connaissance. Cela a rendu Joel fou de rage, et il a repoussé Dugong, l'appelant lâche. Joel a alors pris le relais, infligeant des coups implacables et incessants à la tête de Mayor. Pendant qu'il faisait cela, il a également déshabillé complètement Mayor et l'a violé. Quand Joel a eu fini, Richard a pris le relais et a infligé les mêmes atrocités. Dugong a rapporté que Mayor était toujours en vie à ce moment-là, gargouillant et oscillant entre la vie et la mort. C'est alors que Joel a pointé à nouveau le pistolet sur Dugong et a prononcé les mots glaçants « Maintenant, c'est ton tour ». Craignant pour sa vie et figé de choc, il a alors commencé à agresser en larmes le corps presque sans vie de son ami d'enfance. Cependant, le pire était encore à venir. Joel a attrapé une branche d'arbre par terre et l'a enfoncée dans les parties génitales de Mayor. Les médecins légistes ont par la suite déterminé que cette branche avait perforé et dépassait de 10 cm, soit environ 4 pouces. La brutalité et la douleur qu'il a endurée dans ces derniers moments sont impensables. L'ensemble de l'agression s'est déroulé entre 2 heures et 4 heures du matin. Une fois morts, les hommes ont paniqué et ont décidé de cacher le corps. Ils ont traîné le corps Mayor jusqu'à la zone isolée de Sitio Bacal, couvrant son visage de branches et de feuilles dans une tentative futile de dissimuler leur crime. Après avoir quitté les lieux, ils espéraient que le corps ne serait jamais retrouvé. Cependant, la culpabilité et la peur d'être attrapé pesaient lourdement sur Dugong. Lorsque le corps a été découvert,
il n'a pas pu contenir son anxiété et a finalement avoué à la police, impliquant Joël et Richard dans ce crime odieux. Le rapport médico-légal a révélé que la cause du décès de Mayor avait été déterminée comme étant des blessures par contusion à la tête et un traumatisme pénétrant au vagin et au périnée. C'était une façon horrible de partir. Pourquoi ? Il est complètement insondable de comprendre comment tant de haine a pu être dirigée contre une personne innocente qui n'a rien fait pour nuire à quiconque, sauf d'être différente. D'après mes études, la psychologie des hommes qui commettent de tels actes horribles d'agression sexuelle et de mutilation envers des personnes transgenres peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'homophobie et des préjugés profondément enracinés qui considèrent le mode de vie transgenre comme mauvais et déviant, conduisant à la croyance que ces personnes doivent être éliminées. Ces auteurs luttent souvent avec leurs propres insécurités sexuelles et leur confusion, regardant avec mépris ceux qui embrassent leur identité. Ils croient que les hommes devraient se comporter d'une certaine manière face à des déviations perçues, ce qui conduit souvent à des interprétations violentes et déviantes de la masculinité. Un désir de dominer et de déshumaniser la victime émerge, en sachant qu'ils sont biologiquement plus faibles ou en infériorité numérique, ce qui les pousse à commettre des actes d'humiliation extrême. Des troubles mentaux tels que la psychopathie ou la sociopathie peuvent également exacerber ces tendances violentes, surtout lorsqu'ils sont associés à des substances altérant l'esprit. Quelle que soit la raison, ces comportements sont méprisables. Tout le motif semble reposer sur la haine envers une personne que ses amis et sa famille décrivent comme une âme calme et aimante. En ce qui concerne les conséquences, la police pense que le message que Crystal a reçu à 3 heures du matin n'a pas été envoyé par Mayor, mais plutôt par les auteurs de cet acte déplorable. Après l'aveu de Dugong, la police a immédiatement exécuté un mandat de perquisition pour Joël et Richard. Ils ont découvert que les 2 hommes avaient déjà été arrêtés pour des affaires de drogue, mais avaient bénéficié d'une négociation de plaidoyer pour leur libération à condition de ne plus consommer de drogue. Manifestement, ils avaient totalement violé cet accord et l'avaient poussé beaucoup plus loin. Selon l'aveu de Dugong, il a affirmé que son ami était devenu fou sous l'influence des drogues. Cependant, c'est une excuse pathétique pour justifier leur manque de responsabilité. En réalité, les drogues ont sans doute exacerbé leurs préjugés haineux et leurs comportements violents, qu'ils avaient réussi à contenir jusqu'à cette nuit-là. Il convient de noter que les Philippines ont connu un président précédent, Rodrigo Duterte, qui s'est donné pour mission d'éradiquer les drogues en adoptant une approche musclée de la lutte contre la criminalité. Cependant, depuis la fin de son mandat, de nombreuses personnes affirment que la situation liée à la drogue aux Philippines s'est encore aggravée par rapport à avant son arrivée au pouvoir. De plus, aux Philippines, il existe une défense que les suspects pourraient tenter d'utiliser, la défense de la panique trans, qui stipule que les crimes peuvent être plus tolérés en raison d'une réaction paniquée liée à la transphobie. Le pays peine à adopter une législation qui imposerait des peines plus sévères pour les violences à l'encontre des personnes trans. Alors, que sont devenus les suspects ? Désormais, ils sont des criminels certifiés, car ils ont tous été reconnus coupables, hors de tout doute raisonnable, du crime de viol avec homicide. Ils ont été condamnés à verser 331 000 pesos philippins et à purger une peine de 10 à 21 ans de prison. Une peine que beaucoup jugeraient inadéquate pour le crime odieux qu'ils ont commis. La Malaisie, une nation à majorité musulmane, est profondément marquée par des valeurs culturelles conservatrices et des croyances religieuses.
Bien que ce pays soit souvent perçu comme tolérant et inclusif, il reste malheureusement hostile envers la communauté LGBTQA+, en particulier envers les personnes transgenres qui subissent des traitements d'une grande sévérité. En Malaisie, les personnes transgenres font face à des violations répétées des droits de l'homme, alimentées par une transphobie omniprésente. Le ministre des Affaires religieuses, Zulkifli Mohamed Al-Bakri, a soutenu des actions répressives à l'encontre des transgenres, donnant ainsi un aval inquiétant à la brutalité de l'État. De plus, la loi islamique, qui criminalise le travestissement, renforce les préjugés et encourage la violence. Les autorités religieuses n'hésitent pas à cibler les personnes transgenres, ce qui conduit à des arrestations arbitraires et à des agressions physiques. Ce climat de persécution et de discrimination systématique a des conséquences désastreuses sur les droits de l'homme des personnes transgenres en Malaisie. Ces violations portent gravement atteinte à leur dignité, à leur égalité et à leur droit fondamental de vivre sans discrimination, créant ainsi un climat de peur et d'exclusion. Un exemple tragique de cette transphobie s'est déroulé en 2017 avec le meurtre de Samira Krishnan. Sa mort a été largement ignorée car la police aurait minimisé l'incident malgré les efforts des militants des droits de l'homme. Les autorités ont qualifié l'affaire de simple vol, choisissant de rester silencieuses sur la véritable nature du crime. Pour comprendre ce qui est réellement arrivé à Samira Krishnan, plongeons dans les détails de son histoire. Née en 1991, Samira était la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Bien qu'elle soit née homme, elle a rapidement compris, en grandissant, qu'elle s'identifiait davantage en tant que femme et se sentait plus authentique ainsi. En embrassant sa véritable identité, elle a entrepris sa transition, soutenue par une famille et des amis qui l'ont acceptée et aimée pour la femme qu'elle était réellement. Samira était connue pour sa nature joviale et douce, et elle était aimée de tous, y compris de ses frères et sœurs plus âgés. Elle gagnait sa vie en tant que fleuriste, une occupation qui lui permettait d'apporter un peu de beauté et de couleur à son entourage. Bien que les détails sur sa vie quotidienne soient rares, sa famille a souligné qu'elle se portait bien et trouvait toujours le temps de prier. Malgré les défis sociaux auxquels elle faisait face en tant que personne transgenre, elle restait forte, confiante et aimante, vivant pleinement sa vie. Malheureusement, tout a basculé le 9 février 2015. Les circonstances exactes de l'incident demeurent floues, mais un ami a évoqué un différend financier impliquant des hommes et une connaissance de Samira. Pour des raisons inconnues, ces hommes ont décidé de s'en prendre à elle. Ils l'ont kidnappée et l'ont emmenée au cimetière de Sampang Lima. Ce qui a suivi a été un véritable cauchemar. Selon le témoignage de sa meilleure amie, Samira a été attachée avec du fil barbelé, déshabillée et agressée sexuellement avec des bouteilles. Ses ravisseurs ont utilisé des pinces pour tordre et mutiler ses mamelons et l'ont battue avec une brutalité inouïe. Les ravisseurs ont ensuite remis Samira dans leur voiture, vraisemblablement pour la déplacer vers un autre endroit. Heureusement, le conducteur s'est retrouvé impliqué dans un différend routier attirant l'attention de la police. Lors de l'inspection du véhicule, les policiers ont découvert Samira, blessée et suppliant à l'intérieur. Ils l'ont immédiatement secourue, mais certains des agresseurs ont réussi à s'échapper et seuls 2 d'entre eux ont été arrêtés. Après cet incident, elle n'a plus jamais été la même. Son dynamisme et sa chaleur se sont estompés, un phénomène fréquent chez les survivants d'agressions sexuelles qui se sentent souvent comme privés d'une partie d'eux-mêmes. Les 2 hommes arrêtés ont été inculpés en vertu de la loi sur les enlèvements, qui prévoit la peine de mort. Samira devait témoigner lors de leur procès, mais ce jour-là n'est jamais arrivé.
Le matin du 23 février 2017, 2 ans après l'agression, les habitants de Kuantan ont découvert une personne inconsciente, gisant dans une mare de sang sur le trottoir de la Jalan Pasar. Malgré les appels à l'aide, il était déjà trop tard. La victime était Samira Krishnan. Un rapport médico-légal a révélé qu'elle avait été attaquée avec un couteau et présentait des coupures profondes aux mains, aux bras, à la tête et aux jambes, allant jusqu'à perdre certains de ses doigts. Samira a également été abattue à 3 reprises, dont une fois à la tête. Cet événement dévastateur a profondément choqué sa famille et ses amis. De manière inquiétante, elle devait témoigner en tant que principal témoin dans son affaire d'agression 1 mois plus tard. Les images de vidéosurveillance obtenues par la police ont révélé l'implication de 3 individus dans le meurtre brutal de Samira Krishnan. Cependant, la qualité des images était médiocre, rendant l'identification précise des suspects difficile. Quelques semaines plus tard, 5 hommes ont été arrêtés à Klang en lien avec son meurtre. Les suspects, âgés de 19 à 30 ans, étaient liés par des liens familiaux et ont été appréhendés à leur domicile avant d'être transférés à Kuantan. Cependant, faute de preuves suffisantes, ces suspects ont été relâchés. Bien que le tribunal du magistrat ait accordé une garde à vue de 7 jours pour permettre à la police de poursuivre l'enquête, celle-ci n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves dans les délais impartis, conduisant à des mises à jour minimales sur l'affaire. Peu à peu, des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que Samira aurait été assassinée par vengeance. On a spéculé que ceux impliqués dans son enlèvement voulaient l'empêcher de témoigner contre eux au tribunal. En tant que seule survivante et témoin de son agression, son témoignage était crucial pour la poursuite. Pourtant, la police n'a pas réussi à établir une connexion suffisamment solide pour confirmer cette théorie. Elle a également rencontré des difficultés pour classer le meurtre de Samira comme un crime de haine contre les personnes transgenres. Le commissaire adjoint principal, Datuk Rajacherum Rajabdullah, a reconnu la possibilité de ce motif évoqué dans les rumeurs précédentes, mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait avant tout d'un meurtre, sans preuve définitive d'un crime de haine. L'affaire a donc été traitée comme une enquête sur un meurtre standard. Cependant, les progrès ont rapidement stagné, laissant ce crime non résolu pendant de longues années. L'incapacité de la police à rendre justice et leur refus de qualifier cet incident de crime de haine ont suscité une vive indignation parmi les militants et les soutiens de la communauté transgenre. Beaucoup ont estimé que la discrimination envers les minorités, y compris les personnes transgenres, entravait sérieusement l'enquête. Les militants ont réclamé une enquête plus approfondie et une résolution rapide de l'affaire de Samira, exhortant les autorités à reconnaître et à s'attaquer aux problèmes de partialité et de discrimination qui freinaient la progression de l'affaire. Des groupes de défense des droits, dont les militants transgenres Nisha Ayoub et Awam.org, ont critiqué l'insensibilité et le manque de respect manifestés par les médias, qui utilisaient des pronoms masculins pour désigner Samira et la décrivaient comme un homme déguisé en femme. Ils ont souligné que cette mauvaise attribution non seulement dégrade et déshumanise les personnes transgenres, mais démontre également un mépris total pour le traumatisme et la perte que sa famille et ses proches ont subi. L'activiste transgenre Nisha Ayoub, fondatrice du groupe de défense des droits des personnes transgenres Justice for Sisters, a aussi exprimé son indignation face au manque d'efforts pour faire avancer l'enquête sur l'affaire de Samira. Comme Awam, elle a condamné cette insensibilité et a noté que l'affaire devenait de plus en plus froide, avec peu d'espoir de résolution prochaine.
Les questions de savoir qui a tué Samira et pourquoi restent sans réponse, connues seulement de Dieu à ce stade. La perte de Samira a été profondément ressentie par ses amis et sa famille, en particulier par sa mère et son oncle. La mère a partagé que la dernière fois qu'elle avait parlé à sa fille, c'était le jour de son anniversaire, 1 mois avant sa mort. La voix joyeuse de Samira, lui souhaitant un joyeux anniversaire, reste gravée comme un souvenir précieux et douloureux. L'oncle de Samira a été tout aussi bouleversé par son meurtre brutal. Il l'a vue pour la dernière fois en décembre 2016, lorsqu'ils ont discuté de la vie et du travail. Samira semblait heureuse avec son travail de fleuriste, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait lui faire du mal de manière aussi vicieuse. Il espérait que les auteurs seraient traduits en justice, mais la réalité pour les personnes transgenres en Malaisie reste sombre et périlleuse. La Malaisie est l'un des rares pays à pénaliser les personnes qui s'identifient à un genre différent de celui qui leur a été assigné à la naissance, et cette persécution gouvernementale a des conséquences profondes. Les violences, agressions et préjugés à l'encontre de cette minorité sont souvent passés sous silence, car beaucoup ont perdu confiance en la police et le système judiciaire. Juste 3 semaines avant le meurtre de Samira à Klang, une autre travailleuse du sexe transgenre a été battue à mort. Bien que des enquêtes aient été ouvertes, la police a rapidement conclu que ces 2 affaires n'étaient pas des crimes de haine. En 2018, un tribunal de la charia a condamné 2 femmes à la flagellation pour avoir prétendument tenté des relations homosexuelles, et des fonctionnaires de l'État ont physiquement et sexuellement agressé des femmes transgenres lors de descentes, ajoutant encore à ce climat d'oppression et de terreur. Les femmes transgenres craignent aujourd'hui principalement la violence venant de personnes ordinaires telles que des clients, des partenaires ou des groupes de vigilantes. Les agents de l'État, en propageant des croyances discriminatoires, créent un environnement qui favorise les crimes de haine et ferme souvent les yeux sur la violence lorsqu'elle se produit. Un autre cas similaire a eu lieu en 2019, impliquant une femme transgenre qui aurait été assassinée. On rapporte qu'elle a été jetée d'un véhicule sur Jalan Batu Nilam, à Klang, Selangor. Selon le rapport d'autopsie, la victime est décédée des suites de graves blessures à la tête causées par sa chute d'un véhicule en mouvement. Elle présentait également des coupures sur le nez, les genoux et le sourcil gauche, mais il n'y avait aucune indication de lutte sur son corps. La voiture était conduite par un homme qui était censé être son client. L'homme a affirmé qu'il s'était mis en colère contre une femme transgenre qui lui aurait volé son téléphone. Selon le chef de la police du district de South Klang, Shamsul Amar Ramli, le conducteur s'est emporté lorsque la femme transgenre a nié avoir pris le téléphone. Dans une tentative désespérée pour échapper à la situation, elle aurait volontairement sauté du véhicule en mouvement, ce qui a entraîné sa mort. À ce jour, aucune mise à jour n'a été donnée concernant les personnes présumées arrêtées dans le cadre de l'affaire de Samira. Sa mort demeure un point central pour les mouvements des droits de l'homme, car la police n'a jamais reconnu la possibilité d'un crime de haine. Ces histoires tragiques nous rappellent que la discrimination et la violence contre les personnes transgenres sont des réalités auxquelles il est urgent de répondre. Bien que les victimes viennent de différentes régions du monde, leurs expériences révèlent un même fil conducteur de haine et d'injustice. Il est essentiel de continuer à sensibiliser, à éduquer et à lutter pour un monde où chacun peut vivre librement et en sécurité, sans crainte d'être ciblé pour son identité. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et espérons que leurs âmes reposent en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces récits vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter
et de partager pour nous aider à continuer de raconter ces histoires importantes. Je publie 3 vidéos par semaine, alors activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Merci pour votre soutien et à très bientôt.